Chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc il me soit avant tout permis de vous remercier de m'avoir de nouveau confié la mission de rapporter devant vous les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire, lien avec la nation. Celle-ci couvre l'ensemble des politiques qui contribuent à pérenniser les liens entre la nation et le monde combattant. Elle s'articule autour de 3 programmes budgétaires complémentaires, dont les 2 premiers sont placés sous la responsabilité du ministère des Armées. Il s'agit donc des programmes suivants. Le programme 167, Lien entre la nation et son armée, qui retrace les crédits de la journée défense et de citoyenneté, du service militaire volontaire et de la politique de mémoire du ressort du ministère des Armées. Le programme 169, Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, qui couvre les dépenses relatives à l'administration de la dette viagère vis-à-vis de nos anciens combattants, c'est-à-dire les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant, l'action sociale et les mesures en faveur des harkis. Ce programme contient également les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et de l'Institution nationale des invalides. Engagé dans un vaste projet de transformation destiné à en faire un lieu de référence et dans l'accueil et le suivi du syndrome post-traumatique. Nous aurons l'occasion d'en revenir. Enfin, le programme 158, indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui relève, quant à lui, du Premier ministre. Le projet de budget pour 2019 des 3 programmes de la mission s'élève à 2,3 milliards d'euros en crédit de paiement, ce qui correspond à une diminution de près de 160 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2018. Cette baisse importante est néanmoins que le reflet de la diminution naturelle du nombre de bénéficiaires de la dette viagère. L'immense majorité de nos anciens combattants a combattu en Afrique du Nord il y a 60 années et la plupart d'entre eux sont donc âgés de plus de 80 ans. Certains regrettent néanmoins cette baisse au motif que les sommes ainsi économisées pourraient être conservées au profit du monde combattant. Toutefois, relevons ici que nous concourons aussi à la forte augmentation des crédits alloués à nos armées de façon pluriannuelle dans la loi de programmation militaire, que nous avons tous voté 1,7 milliard de plus chaque année. Et pour trouver ce milliard de 7 de plus, notre budget y concourt. De plus, ce projet de budget prévoit le financement de mesures nouvelles, et nous allons le voir. J'en citerai 3 principales. La première mesure, l'extension du bénéfice de la carte du combattant aux militaires français déployés en Algérie durant une période de 4 mois entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Cette évolution, nous l'avons tous souhaitée, tous, sur tous les bancs, de droite, de gauche, tous. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, lorsque les associations elles-mêmes nourrissaient le débat de leurs oppositions. Mais force est de constater que l'an dernier, Madame Darrieussecq s'était engagée, après notre rapport, à étudier le coût de la question et que le Premier ministre et elle ont tranché en faveur de cette disposition. Sachons leur reconnaître le fait qu'alors que nous l'ayons tous voulu, ils l'ont fait. Aujourd'hui, le PLF prévoit le financement nécessaire à cette extension. Et concrètement, c'est 50 000 nouvelles personnes qui pourront demander et obtenir la carte du combattant. Compte tenu de leur âge, ces nouveaux anciens combattants pourront bénéficier immédiatement de la retraite du combattant, dont le montant s'élève à 748,80 € par an, ainsi que de la demi-part fiscale supplémentaire attribuée aux anciens combattants à compter de 74 ans, ainsi qu'à leurs veuves par la suite. En 2019, cette extension se traduira par une dépense de 6,6 millions d'euros contre 30 millions d'euros en année pleine. Elle s'ajoutera également à terme à une perte de recettes de l'État, perte de recettes fiscales de l'État de l'ordre de 30 millions d'euros par an pour la demi-part. La deuxième mesure nouvelle, augmentation de 300 000 € de la dotation prévue pour le financement des expertises médicales nécessaires à l'instruction des dossiers de pension de militaires d'invalidité. Cela peut paraître anecdotique,
mais c'est fondamental pour l'amélioration du service rendu à nos anciens. Aujourd'hui, compte tenu de la faiblesse des tarifs de ces expertises, nous ne parvenons pas à attirer de nouveaux experts pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Et cette accélération est fondamentale. Et ces 300 000 € vont provoquer une accélération dans le débouché des dossiers. Troisième mesure d'importance, enfin, la mise en place d'un plan action en faveur des harkis et de leurs familles. Décidé par le président de la République dans la foulée de la remise du rapport du préfet Sceaux aux harkis, la France reconnaissante. Cela comprend la revalorisation à hauteur de 400 € des allocations de reconnaissance et viagères bénéficiant aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints survivants. Mais c'est la mise en place aussi d'un mécanisme de solidarité au profit des enfants de harkis, aujourd'hui en difficulté, liés à la spécificité de leur histoire. Le coût de ces mesures est estimé à 10 millions € pour l'année 2019. Ces différentes mesures sont évidemment à saluer, elles sont à mettre au crédit de la majorité. Il me paraît important de souligner l'action de la secrétaire d'État, Mme Geneviève Darrieussecq, dont chaque association devant nous a souligné, au cours des auditions que nous leur avons accordées, qu'ils avaient reçu une écoute et de l'attention. Et pour mémoire, il y a un an, s'était engagée devant nous la représentation nationale, elle s'était engagée devant nous, devant la représentation nationale, à conduire une vaste concertation avec les associations représentatives du monde combattant, afin de recueillir leurs principales attentes et de définir les orientations de son action sur les prochaines années. C'était une de nos recommandations dans notre rapport. Dans ce cadre, 3 groupes de travail ont été créés. Les conclusions de ces travaux constituent une feuille de route pour l'application de la politique de reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant pour la période 2018-2022. Cette méthode innovante a permis de faire le point sur l'état du droit de reconnaissance et de réparation et ses évolutions possibles, à un moment charnière pour le monde combattant. Et surtout, elle a montré combien l'État se devait rester au cœur de cette politique publique. Car c'est à son appel que les appelés ont répondu, et c'est en son nom que les militaires devenus professionnels mettent en œuvre cette violence légitime qu'est l'armée, qu'est la guerre. La politique de reconnaissance et de réparation est régalienne et se doit de le rester. Il en va de même pour la politique de mémoire, dont je souhaiterais à présent dire quelques mots. C'est en effet à l'avenir et l'organisation de la politique de mémoire que j'ai dédié et décidé de consacrer quelques développements en seconde partie de mon avis, ce qu'on appelle l'avis thématique. Dans ce cadre, j'ai poursuivi mon itinérance sur les lieux de mémoire du territoire national. Je me suis rendu cette année à Notre-Dame-de-Lorette, à la prison de Montluc à Lyon, où furent emprisonnés nombre de résistants et de victimes de l'occupation, dont Jean Moulin. J'ai également découvert la nécropole nationale du Tata sénégalais de Chasselet, où 194 tirailleurs sénégalais, après une défaite cinglante 19 et 20 juin 40, avaient été séparés des Blancs et exécutés à l'arme ou massacrés avec des chars qui leur sont passés dessus uniquement parce qu'ils étaient noirs par les nazis. Je vous invite à aller voir ces lieux de mémoire. J'ai pour ma part fait 8 des 9 lieux de mémoire nationaux et je vous invite à en faire de même. J'ai également visité les musées de l'armée aux Invalides et rencontré chaque fois les administrateurs et directeurs de ces musées. Musée de l'artillerie de Draguignan, le musée de la marine à Toulon, celui de la Légion étrangère à Aubagne. À chaque fois, il m'a été donné l'occasion d'échanger longuement avec les équipes dirigeantes. Ces déplacements couplés aux auditions que j'ai conduites à Paris, parfois avec certains d'entre vous, Carole Bureau-Bonnard, Fabien Goutefard, qui ont été là encore hier, m'ont permis de mieux prendre conscience des défis auxquels est confrontée la politique de mémoire sur l'avenir. Au cœur de ces défis se trouve la question de la transmission. Comme il a été dit tout à l'heure, le monde combattant est un moment charnière. Les survivants de la Seconde Guerre mondiale sont déjà de moins en moins nombreux, quand les anciens de la FN sont de plus en plus âgés. Alors comment transmettre la mémoire sans grand témoin? Comment conserver et mettre en valeur le patrimoine de la myriade d'associations qui, parfois dans l'ombre, entretiennent les lieux de mémoire ou les tombes des morts pour la France et assurent l'hommage de la nation
à ceux qui sont tombés pour elle. C'est à ces questions qu'il nous faut nous préparer. Il n'est évidemment pas envisageable d'imposer quoi que ce soit au monde combattant qui devra conduire sa propre réflexion. Néanmoins, nous pouvons tous accompagner ce monde combattant dans cette réflexion. Pour ma part, je serais favorable à la constitution d'une maison commune qui abriterait toutes ces mémoires, car il s'agit bien de préserver la diversité de la mémoire combattante, reflet de la variété des engagements, des combats et des souffrances. Cette maison commune, certains de nos anciens l'appellent de leur vœu. Sachons les encourager dans ce mouvement. Il nous faut de plus préserver la diversité de ce que Pierre Nora appelait les lieux où s'est condensée, incarnée, exprimée la mémoire nationale. De ce point de vue, saluons le rôle incontournable des collectivités territoriales et du monde associatif. Comme l'a montré la conduite du cycle du centenaire, les collectivités territoriales font partie des premiers financeurs et des premiers maîtres d'œuvre de la politique de mémoire. De même, la garde d'honneur de Notre-Dame de Lorette compte 3620 hommes et femmes, tandis que les associations patrimoniales jouent un rôle essentiel, et nous l'avons vu sur place. Toutefois, puisqu'il m'incombe d'étudier le budget de l'État, je me suis concentré sur son action. Définie par la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives, la politique de mémoire est aussi mise en œuvre par l'ONAC-VG, chargé de la gestion de la valorisation des nécropoles nationales et des 9 hauts lieux de la mémoire nationale. À leur côté, on trouve les musées des armées qui ont entrepris un processus de modernisation et d'ouverture sur le grand public. Si chacun connaît le musée de l'armée, le musée de la marine ou le musée de l'air et de l'espace, de nombreux musées d'armes disposent d'un patrimoine exceptionnel. Ma circonscription a d'ailleurs la chance d'accueillir le musée des troupes de marine de Fréjus. Initialement conçu comme des sortes de conservatoires de l'histoire, des traditions et des différentes composantes de l'armée française, ces musées d'armes sont progressivement démilitarisés pour s'ouvrir au grand public et en premier lieu aux scolaires. Aujourd'hui, tous ces lieux de mémoire ont vu s'ajouter à leur mission traditionnelle de conservation et de commémoration des fonctions davantage tournées vers l'affermissement du lien armée-nation. Travail de mémoire, enseignement de défense et même sensibilisation aux besoins de recrutement des armées. Or, constatons-nous, au sujet de musées d'armes comme de certains hauts lieux et nécropoles nationales, qu'il s'agit de hauts lieux institutionnels, administrés par l'État, dont nombre d'entre eux ont initialement été fondés par des grands témoins ou des anciens militaires. En somme, ces initiatives ont été privées avant d'être soutenues par la puissance publique. La mémoire de l'armée noire, comme je l'évoquais tout à l'heure à propos du Tata de Chasselet, et qui m'est cher, en est d'ailleurs un exemple. Il n'existe en France que 2 monuments dédiés aux tirailleurs sénégalais, malgaches et animistes. Un à Fréjus, inauguré en 1994, et un autre à Reims, qui sera inauguré le 6 novembre prochain par le président de la République. 2 seulement. Compte tenu du tribut payé par ces hommes, je trouve que ça fait peu. Permettez-moi de le répéter ici. Le premier donc fut érigé en 1994, le deuxième sera inauguré en 2018. J'invite tous ceux qui sont en relation avec leur territoire à réfléchir à cette nouvelle cause. Il y a certainement là matière à réflexion pour préparer la politique de mémoire de demain. Et elle devra nullement chercher à tout gérer, tout administrer, tout créer, même si les grands moments resteront définis par le chef de l'État. Mais le poids des collectivités territoriales dans la conduite de cette mémoire est incontournable. Incontournable. En revanche, nous devrons accompagner, labelliser, soutenir les initiatives foisonnantes sur le territoire. C'est en ce sens que la politique de mémoire doit demeurer, mes chers collègues, régalienne. Car si l'État ne doit pas définir une mémoire officielle et unique, il lui incombe de piloter sa transmission. Alors que se poursuit la concertation relative à la mise en place d'un service national rénové, il nous faudra assurer la juste place de la mémoire en son sein et suggérer que dans le parcours de nos jeunes, il y ait des hauts lieux de mémoire ou des musées nationaux ou des musées d'armes
comme je l'ai évoqué. Je vous remercie et m'excuse d'avoir été un peu long, Monsieur le Président. 15 minutes exactement, chers collègues. Merci. 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 J'ai pour l'instant 3 questions. Super. Hein, je propose de les passer toutes ensemble. Patricia Mirales. Merci, Monsieur le Président. Cher Philippe, pourriez-vous préciser le rôle de l'Institution nationale des Invalides dans la prise en charge des blessés atteints du syndrome post-traumatique? Et pouvez-vous faire un point sur les travaux nécessaires à la transformation de l'INI, leur nature et le budget correspondant? Merci. Vous nous avez parlé au cours de votre intervention de mémoire sans témoin. Comment voyez-vous l'organisation du monde combattant à horizon 10 ans? Merci. André Chassaigne. Oui, ma question porte sur les crédits de l'ONAC qui sont en baisse de 2,99% et 2,16 millions d'euros, alors que l'ONAC prend en charge désormais aussi les victimes d'actes de terrorisme qui ont un statut de victimes civiles de guerre, ce qui fait donc des prises en charge complémentaires avec 2 conséquences. Ces victimes peuvent être bénéficiaires de l'action sociale et de l'assistance administrative et les enfants peuvent être reconnus comme pupilles de la nation. Est-ce que vous pensez que cet élargissement du périmètre ne va pas poser un problème en termes de financement ? Merci, Président. Ma question rejoint celle du député Hubert Lafont. J'ai organisé samedi dernier une rencontre entre des combattants de la 2e DB, la petite fille du général Leclerc, et quelques jeunes. Comment envisagez-vous la transmission de cette mémoire entre cette ancienne génération et la nouvelle génération ? Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. Au sujet de la délivrance de la carte du combattant pour nos anciens militaires qui justifient donc de 4 mois de présence en Afrique du Nord entre le 2 juillet 62 et le 1er juillet 64, ce dont nous nous réjouissons évidemment tous, est-on certain de son application concrète au 1er janvier 2019 ? Si oui, selon quelle modalité? N'y a-t-il pas le risque d'un embouteillage, si je puis dire, au niveau de l'ONAC, puisque je pense que c'est l'ONAC qui sera chargé de cette délivrance de la carte du combattant. Merci. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur pour cet exposé. Moi j'ai une question qui vient d'une rencontre sur mon territoire il y a quelques jours, de quelqu'un qui était présent après 64, notamment à Heinecker. Et on sait que dans les accords d'Évian, on avait conservé 3 sites pendant une période de 5 ans. Donc on a, alors, à évaluer, un certain nombre de soldats qui ont assuré des missions pour la France, parfois au péril de leur vie, puisque sur une chambrée de 8, ils ne sont plus que 2 survivants aujourd'hui. Et donc la question c'est, est-ce que vous avez appréhendé cette situation d'anciens combattants qui aujourd'hui ne sont pas reconnus au titre de la nation? Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Une question sur l'attribution de la carte du combattant aux sous-mariniers, qui sont effectivement des combattants de l'ombre, des combattants souvent invisibles, mais néanmoins des combattants, et qui n'en bénéficient pas pour l'instant. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Une question sur les musées de France. La France est le pays de tous les musées. On en ouvre régulièrement. Et lorsqu'on regarde de près, on voit que nombre de musées ont une fréquentation relativement faible et parfois totalement anecdotique. Est-ce que vous avez étudié cette question pour les musées militaires? Et est-ce que la mémoire passera prioritairement, à votre avis, par le maintien, l'existence ou le développement de musées militaires? Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur pour votre travail. Chaque commémoration a un sens. Le 8 mai est plutôt la victoire sur le régime nazi. Le 11 novembre, le sacrifice de nos soldats pour la nation. Nous arrivons à une nouvelle génération du feu. Les OPEX, un monument va être érigé très prochainement.
Comment voyez-vous l'avenir du 11 novembre autour de la mémoire des OPEX? Oui, merci Monsieur le Président. Cher Philippe, je sais tout le travail et l'engagement que tu as porté sur ce rapport. En ce qui concerne il y a beaucoup d'intervenants dans la gouvernance et de la politique de mémoire, et ceci, ça paraît quand même assez complexe. Il y a le ministère, il y a bien évidemment à travers la DPMA, il y a l'ONAC, la mission du centenaire, je ne voudrais pas m'en oublier, les collectivités territoriales, etc. Est-ce qu'on ne peut pas rationaliser un peu ces interventions? Voilà, merci. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. Ma question concernera les JDC. Savoir est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux aujourd'hui l'utilisation des fonds et quelles sont vos remarques par rapport à ces futures utilisations en vue du SNU. Monsieur le Président, merci. Je travaille avec une association qui vise à réhabiliter les 1300 victimes de la tragédie de Mersel Kébir. Et à cette occasion, j'ai appris qu'il y avait un bureau ONAC en Algérie. Il y a des bureaux ONAC, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire, monsieur le rapporteur, combien de bureaux ONAC il existe? Est-ce qu'il existe des bureaux ONAC dans beaucoup de pays étrangers? Et quel est le budget qui est affecté à ces bureaux ONAC ailleurs qu'en France? Car je trouve que c'est effectivement une... Oui, merci Monsieur le Président. Une question très courte. La transmission de la mémoire aux jeunes générations, cette transmission de mémoire sans témoin suppose évidemment une collaboration avec l'éducation nationale, avec des problèmes de moyens liés notamment au transport lorsqu'il s'agit d'emmener les jeunes dans des musées militaires ou dans des musées d'armes. Est-ce qu'il y a un budget spécifique prévu pour cela et quelles sont les modalités de coopération avec l'éducation nationale? Merci. Merci Président. Monsieur le rapporteur, juste une question par rapport au volet diplomatique porté par les anciens combattants. Je penserai en particulier à l'escadron Lafayette avec les Américains et le Normandie-Niemen avec les Russes. Merci. Succincte, détaillée, précise, et je vais essayer de regrouper certaines des questions. Je vais quand même commencer par la première et dans la chronologie regrouper celle que je pourrais. Patricia Mirales m'a posé une question relative à l'Institution nationale des Invalides. Pour mémoire, le budget de l'Institution nationale des Invalides reste à 12,9 millions d'euros, mais se voit augmenter à nouveau cette année d'une enveloppe pour poursuivre sa rénovation. Elle est de 35 millions d'euros, sachant qu'on développe le travail de l'INI avec l'hôpital de Passy, et notamment l'abandon du bloc opératoire aux Invalides et du transfert de cette partie-là sur l'hôpital de Passy. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a entrepris, nous l'avons dit l'an dernier lors du rapport, un gros travail sur le syndrome post-traumatique, et notamment à l'égard de tous ceux qui avaient disparu des radars. Là, l'INI fait un travail colossal pour devenir l'adresse de tous ceux qui souffrent du syndrome post-traumatique et au-delà de nos militaires, y compris même à l'orientation de la police nationale si le besoin se fait sentir, parce qu'il est évident que dans leur mission, ils peuvent être amenés à souffrir des mêmes syndromes et que pour tout le monde, l'INI, l'Institution des Invalides, soit la porte à laquelle il faille frapper quand on se sent mal. Je voudrais juste rajouter que leur recherche leur a permis d'anticiper la prise en compte des grands blessés, des grands invalides. Et tu faisais, ma chère collègue, partie de notre délégation qui avons pu voir comment fonctionnait un rôle 1 et un rôle 2 sur le théâtre, au Mali. Dès le rôle 2, avec la gravité de blessures qui vont être irrémédiables, l'INI déploie un psychiatre lors de l'opération du blessé de guerre, de manière à bien prendre en compte quelle va être sa souffrance à partir de son réveil, et de pouvoir l'accompagner dès le réveil. Donc il y a un pas énorme qui a été fait, et l'INI est en train de devenir vraiment une référence en la matière, et c'est le but recherché. Jean-Pierre, sur la question de la mémoire, comment la voit-on à 10 ans? C'était aussi la question de Josie.
et c'était la question de Natalia Pouziarev sur la transmission de la mémoire. Il y a en effet plusieurs acteurs et on peut s'y perdre. Il y a la DPMA qui a changé de nom, DMPA qui est devenu DPMA, et nous avons l'ONAC qui petite concurrence entre eux, et nous avons des associations qui portent la mémoire. L'idée justement, et c'est la réflexion que nous menons avec chacune des grandes fédérations et au cours de toutes nos auditions, c'est comment nous pourrions faire arriver ça dans cette maison commune du combattant, de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Et là, toujours pareil, une seule porte d'entrée. C'est pour ça que l'idée de l'ONAC, l'Office des anciens combattants, est quelque chose qui est labellisé, qui est fléché, mais comme il y a du néo-ancien combattant, peut-être devons-nous évoluer vers la maison, l'Office national des combattants du passé et des combattants d'aujourd'hui, et où y inclure le Bleuet de France, puisque nous avons fait une grande partie thématique l'an dernier sur le Bleuet de France. Le Bleuet de France est aussi quelque chose qui nous permet tous de converger vers nos héros, nos glorieux morts au combat, nos blessés au combat, et les victimes qui, elles, sont civiles dans les attentats. Donc à nous de nourrir cette réflexion. Ensuite, André Chassaigne, président, les crédits de l'ONAC sur l'action sociale ne sont pas en baisse. La baisse qui apparaît dans le budget propre relève surtout de la baisse de la dotation de la mission du centenaire qui s'achève cette année, qui avait été exceptionnellement gonflée l'an dernier pour réussir la sortie, la fin de mission, et se donner les moyens de mener une réflexion sur la suite. Donc il n'y a pas de baisse sur l'action sociale de l'ONAC. Ensuite, mes chers collègues, Yannick Beko-Favnek, la carte du combattant à partir du 1er janvier 2019. Comme il s'agit d'un versement semestriel, la prise en compte des dossiers et l'accélération de la prise en compte des dossiers nous permettra d'être au point dès la fin du premier semestre. Donc, il n'y aura pas de rupture à ce niveau-là. Sur la carte après 64, pardon, et c'est la question de Thibault Bazin, on n'est plus dans la guerre, on est dans des accords bilatéraux. Et alors là, pardonne-moi de ne pas être capable d'apporter une réponse précise là-dessus, si ce n'est que me raccrocher à ces accords. Maintenant, à nous de trouver peut-être une manière de pouvoir les raccrocher et d'en faire des ressortissants de l'ONAC, et à nous de mener une réflexion en interne. Pardonne-moi de ne pas avoir poussé ma réflexion jusque-là, mais de la même manière, je réponds à Jean-Charles sur les sous-mariniers. Un grand vide, un grand blanc, pardon, c'est un trou dans la raquette. Moi, je veux bien, avec vous, mener une réflexion sur cette question-là, parce que petit à petit, nous comblons toutes ces cases qui restent à remplir, et si nous le faisons ensemble, eh bien, notre commission aura réussi encore quelque chose de plus vis-à-vis de nos glorieux aînés. Donc, j'ai répondu aussi. Alors, Laurent Furtz, sur les musées, il faut savoir que nous avons une très grosse fréquentation sur les musées. Le musée des armées, c'est 200 000 personnes par an. Et même plus, hein. Ah pardon, c'est 2 millions de visiteurs par an. Je vais me faire lyncher et je le mérite. 2 millions, et on est dans le top 5 des musées nationaux. Et il faut savoir, et c'est le directeur qui nous l'a dit, que à peu près un jeune sur 3 qui visite son musée lui demande comment faire pour s'engager. C'est-à-dire prendre des renseignements pour converger vers une entrée dans les armes. C'est colossal. Et nous avons la même demande sur les musées d'armes. Et les musées d'armes, comme je les ai vus, entre celui de la marine de Toulon qui fait 60 000 entrées par an et celui de la Légion ou des troupes de marine ou de l'artillerie qui font 20-25 000 entrées par an, cela veut dire que si, avec les collectivités territoriales, conseils départementaux et régionaux et les villes dans lesquelles ils sont, on fait un effort supplémentaire de les mettre dans un circuit de la mémoire, on en fait des atouts attractifs et touristiques pour chacune de ces régions, mais on en fait un outil de valorisation. Je prends l'exemple du musée de la Marine. Le musée de la Marine, c'est aussi le musée du génie français depuis le XIVe siècle, ou même avant, où nous avons été créateurs, une création industrielle, une innovation qui a engendré des processus industriels. Et l'histoire de Toulon, qui est l'histoire de l'arsenal et de la construction navale, est exceptionnelle là-dessus. Et donc des savoir-faire et des métiers dont nous détenons une expertise depuis tellement longtemps.
Jean-Michel Jacques, donc nouvelle génération du feu, la génération OPEX, ce qui me permet de parler du monument OPEX. Là, ça y est, enfin, ce monument avait été inauguré par le président Hollande, où il avait posé une première pierre, a été en cale sèche depuis le début. On nous avait dit il y a des problèmes, redéfinition du jardin, etc. Là, notre secrétaire d'État, Geneviève Darrieussecq, lance les appels d'offres. Ça veut dire que, hors incident d'exécution ou sur les rendus de ces appels d'offres, nous aurons une solution avant la fin de l'année. Voilà. Et nous espérons même que cette solution puisse arriver avant le 23 octobre 2019, ce qui pourrait être une belle entrée en la matière. Le Drakkar que nous venons de commémorer cette nuit, hier, pourrait être la première occasion pour nous de nous recueillir devant le monument OPEX. Et il y aura d'ici là la pose d'une plaque au pied de l'Arc de Triomphe. Ceci manquait, ceci sera fait. Avec dernière chose, et je ne sais plus si c'est toi qui l'as évoqué ou quelqu'un d'autre, dans les différents monuments aux morts, nous allons vers cette évocation des morts de l'année devant chaque monument aux morts le 11 novembre, c'est-à-dire énumérer, et nous l'espérons la moins longue possible, la liste de nos soldats morts pour la France au cours de l'année en cours. La JDC, c'était Christophe Blanchet qui m'avait posé la question. Nous avons eu hier, et Fabien Goutefard était avec moi, une audition passionnante avec le général Menouin, qui est le directeur de cette journée de la défense citoyenne, et qui a évoqué à quel point elle était importante et incontournable. Marianne Dubois nous a rejoints en cours d'audition hier, mais c'est très important parce que je sais que certains contestaient au début cette journée de la défense. Aujourd'hui, elle est le seul détecteur des jeunes qui sont en décrochage scolaire complet. Grâce à leur questionnaire, grâce au fait qu'ils les prennent en charge, ils repèrent à peu près 35 000 jeunes par an qu'ils réorientent vers les dispositifs locaux mis en place par les collectivités territoriales. D'où toujours cette imbrication essentielle avec nos territoires et notamment les missions locales. Sur l'exercice de sa mission, il y a aussi un attrait découvert vers nos armes qui fait que c'est un point d'entrée exceptionnel. Comme je disais tout à l'heure par rapport au musée, c'est une naissance de vocation beaucoup de nos jeunes. Cela veut dire donc que la JDC doit être maintenue jusqu'à l'existence du SNU et que le SNU doit reprendre en son sein le fondamental de la JDC. L'un n'irait pas sans l'autre et je pense que nous aurons l'occasion de faire cette transition et je serais ravi qu'à nouveau nous auditionnons ce général parce que vraiment nous avons vu hier dans son audition des choses qui pouvaient nous échapper à ce niveau-là. J'avais encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu. La réhabilitation des victimes... Marie Clibir, c'était Didier Le Grac. C'était sur les questions de l'ONAC. 105 bureaux. 105 bureaux, donc il y en a à l'étranger. Je ne saurais pas te dire où, mais notamment en Algérie et en Tunisie. Il y en a 3, hein, et au Maroc. Maroc, Algérie, Tunisie. Merci Fabien qui est de la maison ONAC. Hein, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de lui parce qu'il connaît mieux le dossier que moi. Et donc 105 bureaux à l'heure actuelle. Il me reste à répondre à les questions. Alors Christophe Lejeune, et c'était la dernière, et Jean-Louis, c'était la transmission aux jeunes et la question des transports. Oui, il y a des budgets avec l'éducation nationale qui nous permettent et la DPMA qui nous permettent de prendre en compte cette question et d'associer les jeunes à ces visites. Les budgets sont de l'ordre de 200 à 300 000 euros par an. Et là encore, soulignons l'effort des collectivités territoriales qui contribuent systématiquement. Cette politique que nous menons, elle est comme un arrosoir, c'est que chacun y va de son aide, et si nous regroupions tout ce qui peut être donné par la moindre commune auprès de ses scolaires ou des collectivités territoriales et de l'État, nous rendrions compte que cette politique a une ampleur supplémentaire. Ce qui me permet aussi de répondre à la question, je l'avais oublié Christophe, sur la contribution, l'emploi des 15 millions d'euros consacrés à la journée de la défense citoyenne. Il faut rajouter la masse salariale qui est d'ordre de 85 millions d'euros. 85 millions d'euros, donc l'effort est colossal.
Et enfin, le volet diplomatique dont parlait Christophe Lejeune. Vous m'avez entendu parler l'autre jour devant le SEMA de cette oxymore qu'est la diplomatie militaire. Je sais que déjà le ministère des Affaires étrangères n'aimait pas beaucoup, je me retourne vers Jean-Charles Lossonner puisque c'est son métier, que les parlementaires se mêlent de diplomatie, notre fameuse diplomatie parlementaire. La diplomatie militaire existe et la diplomatie de mémoire aussi. J'ai eu la chance, en marge d'un déplacement pour la paix OTAN, d'aller me recueillir devant les tombes des soldats morts pour la France à Skopje, formidablement entretenus, avec des budgets du ministère des Affaires étrangères, avec une implication extraordinaire de l'ambassadeur pour que survive la mémoire dans les autres lieux que les lieux nationaux. Et n'oublions pas ça, c'est que si nous allons commémorer la fin du centenaire en 2018 en France, la guerre, nous l'avons poursuivie plus à l'est et nous avons libéré des territoires comme la Roumanie et nous avons des cimetières diffusés qui sont entretenus par l'État et soyons-en reconnaissants. Il y avait deux autres questions. Non, c'est tout. C'est fini. C'est fini.